Mirador, parole ou vérité, où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Nous restons dans le chapitre politique. Plus qu'une simple transition militaire, on l'annonçait le matin, c'est sans doute l'occasion de poser des balises du devenir de plusieurs générations. La Guinée ira-t-elle chercher au tréfonds de ses forces vives pour réussir le pari de cette période d'exception ouverte le 5 septembre dernier? Indubitablement, des millions de Guinéens repoussent tout éventuel échec de cette transition que leur pays ne peut pas se permettre au sortir de la difficile décennie Alpha Condé. Malgré quelques manquements, c'est encore ce qui explique la grosse cote d'amour dont jouit encore le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, par quel mécanisme pourrait-on favoriser une transition réellement inclusive? Comment éviter que la mise en place du CNT soit une source d'impasse entre le CNRD et la classe politique? Pour répondre à ces questions, entre autres, Mirador reçoit pour vous le docteur Edouard Zoutoumou Bogoumou, président de l'UDRP, à présent dans ce studio. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour à vos auditeurs, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Première question, Talibé Bari. Bonjour docteur. Et vous êtes l'un des derniers venus, en tout cas sur la scène politique, et vous vous êtes révélé à une grande partie de l'opinion guinéenne à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020. Est-ce que au moment où vous veniez en politique donc, et au moment où vous candidatiez à cette élection, vous vous attendiez à ce que Alpha Condé ne passe pas pratiquement une année au pouvoir au compte de son troisième mandat? Bien, merci pour la question. Je dois dire que peut-être que c'est une qualification relative. Si vous dites que nous sommes l'un des derniers venus, je dois dire que l'UDRP existe depuis 2009. D'accord. Mais j'étais aux États-Unis. Voilà. Et comme vous savez, un parti politique, on peut pas le diriger avec une télécommande. Alors il fallait être sur le terrain. Bien que nous étions aux États-Unis, je dis nous en parlant de l'organisation, puisque je suis la tête, nous avons toujours été, nous avons pris le temps pour être à côté de nos militants. Chaque année, nous étions ici. Sur le terrain, on ne restait pas au Conakry parce que le Conakry ne nous intéressait pas. Bien. Et la vie, c'est à l'intérieur. Donc, effectivement, quand on se présentait, puisqu'on avait déjà candidaté pour les élections locales, où nous étions en confrontation directe avec M. Alpha Condé dans une circonscription électorale, et nous l'avons battu là, nous avons pensé qu'on pouvait continuer. Et donc, nous continuons effectivement à aller loin. Voilà. Alors, vos prises de position ces derniers temps vous ont aussi révélé au public. Vous avez été en tout cas droit dans vos bottes par rapport au combat que vous menez. Cela même vous aurait coûté votre candidature à la présidentielle et vous n'avez pas démordu. Pourquoi cet engagement? Parce que sa candidature avait été rejetée. Tout à fait. Bon, vous savez, quand on participe à un processus par conviction, on n'a pas besoin d'avoir peur pour des rétributions. De toutes les façons, quand nous sommes venus et nous avons candidaté, nous savions que tout le monde ne serait pas peut-être à nos côtés et qu'on allait avoir certainement des gens devant nous et que nous mettraient des bâtons dans les roues. Mais avec justement ce qui se tramait ici, nous avons pensé qu'il fallait rester effectivement dans nos bottes parce que c'était notre conviction. Nous sommes venus pas pour soutenir un candidat, nous sommes venus effectivement pour effectivement briguer la présidence parce que nous savions que nous avons des qualités et nous pouvions contribuer effectivement au développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés dans nos bottes. Et j'ai appris qu'il y a des leaders forestiers qui, en tout cas, torpillaient Fred Alpha Condé pour écarter votre candidature pour ne pas que la Guinée forestière ait un candidat. Avez-vous eu vent de cette situation? Oui, moi je suis très au courant de ce qui se passait. En fait, on suivait ce qui se passait. Papa Koli fait partie. Papa Koli fait partie. Moi, je ne veux pas du dos de la cuillère. Bien. Papa Koli fait effectivement partie de ce groupe. Et le jour où nous déposions notre dossier de candidature, ce même jour, ces messieurs qui se connaissent étaient à la présidence. Lesquels? Soyez plus explicite. Non, disons, dans le groupe, ce que je connais, je sais qu'il y avait... Les ministres qui étaient là. De la forêt. Je sais que Papa Koli était là. Rémi Lama était là. Je sais que Domani Doré était là.
qui d'autre? Loi de la pêche. Vous connaissez déjà l'ossature. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons pensé que Alpha Condé, monsieur Alpha Condé, le président, connaissait très bien l'impact de la forêt et l'importance justement du vote, qui vote en forêt pour sa victoire. Alors, ils ont essayé justement de diluer l'impact, l'influence de ce groupe. Parce qu'en diluant, le groupe ne pèsera plus fort. Par conséquent, on peut dire qu'on peut gagner avec des scores. Alors, je reviens à cette question. Est-ce que, en ce moment-là, vous vous attendiez à ce que le troisième mandat d'Alpha Condé soit écourté brutalement le 5 septembre? Est-ce que vous aviez des signaux qui présageaient d'une fin similaire? D'une certaine façon, je peux dire que c'était prévisible. Pourquoi? Parce que l'atmosphère politique était complètement polluée. Alors, au niveau de la population, il y avait des cris un peu partout. Alors, s'il n'y a pas de stabilité et il y a une crise qui sort d'une élection, les gens se plaignent, quelque part, quelqu'un va se fâcher et puis prendre des dispositions qui ne sont pas normales. C'est ce qui s'est passé. Restons alors un peu dans les questions préliminaires. Je pose la question d'un auditeur. Hier déjà, quand vous avez été annoncé sur notre page, qui insistait à savoir, est-ce que vous aviez eu votre argent puisque votre candidature a été rejetée? Est-ce qu'on vous a remboursé vos cautions? Oui, effectivement, mais sans avoir menacé, je crois qu'on aurait eu des difficultés. D'accord. Nous avons menacé effectivement de porter plainte contre et la Cour constitutionnelle et tout le monde. D'accord. Voilà. Et votre caution de 800 millions? La caution a été remboursée. Ah, vous avez reçu vos 800 millions? Complètement. Elle a été intégralement remboursée. Voilà. Bien. Juste une curiosité. Monsieur Alpha Condé et son système qui était rodé dans le débauchage des leaders politiques, comment avez-vous résisté? Ou bien ils ne sont pas allés vers vous? Il n'y a pas eu de tentation. Mais il y a eu beaucoup de tentatives. Moi, de toutes les façons, j'ai dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, je n'étais pas dans le besoin. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas dans le besoin. Je travaille comme un ingénieur de métallurgie aux États-Unis depuis près de 30 ans. Je travaille avec de grosses boîtes. J'ai dit aux gens que moi, j'ai de quoi manger. Et si c'est pour me débourser, avoir un poste, ce n'est pas la peine. J'ai des enfants, j'ai investi en mes enfants qui sont tous aux États-Unis et que si c'était pour ça, vraiment ils pouvaient rester tranquilles. Ils ont essayé. D'accord. C'est moi qui n'ai pas voulu. D'accord. Voilà. Et on a proposé même des postes de ministre. Et il y avait cette possibilité, oui. Bien. Il y avait cette possibilité. Et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a séduit. Oui, votre candidature est bloquée. Après, vous vous dites où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut rester amorphe ou est-ce qu'il faut prendre parti et vous prenez parti pour Cellou si je ne me trompe? Qu'est-ce qui vous a séduit chez nous? Très bonne question. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je fais un point d'honneur. Quand vous voulez aller à quelque chose, on vous en empêche. Alors que vous ne connaissez pas les raisons objectives. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous couchez pour que les gens vous marchent dessus? Ou alors vous allez résister? Nous avons dit que puisque M. Alpha Condé ne veut pas de notre candidature, nous allons lui prouver que nous pesons lourd. Parce que nous savions que M. Alpha Condé n'est pas populaire. L'équation de popularité de M. Alpha Condé se réduit à quoi? Au sac de riz, au liasse d'argent et à une poignée de personnes que moi j'appelle la constante. Parce que ce groupe-là est toujours là. C'est ça l'équation. Vous enlevez les sacs de riz, vous enlevez, comment on appelle, les liasses d'argent. Et la constante restera, mais elle ne pèsera rien. C'est ça le problème. Donc nous savions que M. Alpha Condé n'est pas populaire et il fallait donc aller le défier dans son propre jeu, avec ses propres règles. Bien. Et c'est ce que nous avons fait. Le battre à son propre jeu, effectivement. Et vous avez suivi Cellou. Pour quelles raisons? Est-ce que vous avez regardé dans son projet de société? Est-ce que le passé de l'homme vous a séduit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien pour choquer Alpha, il faut salir Cellou. Non, c'est pas personnellement, enfin pratiquement pour salir Alpha, non. Cellou, dès que nous avons été rejetés, enfin notre candidature a été rejetée, c'est Cellou qui a été le premier à nous encourager et à demander si on pouvait travailler ensemble. N'oublions pas que ma candidature a été supportée par des organisations, à commencer par le Conseil supérieur de la diaspora forestière, aussi en suivant l'Union forestière, en suivant aussi, comment on appelle, l'Argifa. Toutes ces organisations ont supporté notre candidature. Tout est forêt.
Pas seulement forêt. Ça sonne pas mal à l'oreille? Non, ça sonne pas du tout mal à l'oreille. Donc, soutenu par l'Union Quel est le parti politique ici qui n'a pas de fief dans la zone de résidence de son président? Il n'y en a pas. Bien. Il n'y en a pas. Bien. Alors, j'ai dit, je vais terminer rapidement. Effectivement, quand on nous a approchés, nous sommes allés en consultation. Et à l'issue de ces consultations, nous avons trouvé que du point de vue de la probabilité de pouvoir battre Alpha Condé dans les urnes, il y avait que la candidature de M. Selou, enfin de M. Selou, qu'on pouvait supporter. Bien. Et à l'UNP, nous sommes allés là. Voilà. Alors, est-ce que concrètement, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu à la guerre comme à la guerre, sur le plan électoral, est-ce que vous êtes convaincu, vous avez des preuves que Selou avait gagné cette élection, puisque le contraire nous a été soutenu ici, y compris par des membres de la CENI après la chute d'Alpha? Oui, mais vous savez, quand vous parlez de CENI, une CENI qui est dans les poches d'Alpha Condé ne dira rien d'autre. Voilà le problème. Le problème, c'est que la CENI elle-même était inféodée à M. Alpha Condé. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves et irréfutablement, Selou a gagné les élections de 2020. Bien. Ça, c'est irréfutable. Parce que nous avons la documentation. Oui, mais vous avez vécu aux États-Unis, pour en terminer, vous avez vécu aux États-Unis. Oui. Comment avez-vous soutenu la démarche d'une autoproclamation de la part de Selou Dalé? Bien, là aussi c'est une très bonne question. Je crois qu'on a parfois la mémoire courte. En parlant d'autoproclamation, vous vous rappelez le 9 décembre 2010, M. Alpha Condé s'était proclamé vainqueur de l'élection de 2010. Le deuxième tour. Le deuxième tour. Dans tous les cas, il s'est autopréclamé parce qu'il a dit qu'il a gagné. Bien. Alors, quelle est la différence entre ce qu'il a fait et ce que Selou a fait? Alpha Condé Bien. s'est référé aux résultats de la CENI à l'époque. Non, Si. Alpha Condé n'avait encore pas les résultats. Il avait déjà les résultats. Il n'avait pas les Non, résultats mais encore. moi je disais tantôt, docteur, avant que vous ne soyez dans ce studio, il y a une crise qui a été créée à l'époque parce que Selou s'était fait sciemment. Non. Il s'est autoproclamé. Pas du C'est lui tout. qui a créé Bien. toute cette crise. Pas du tout. On va continuer ce Pas débat. du tout. Si vous me Pas du permettez, tout. Pas du tout. docteur Zotomou, Oui. nous allons continuer ce débat tout à l'heure et vous allez porter votre regard sur le devenir de cette transition, votre façon de voir tout ce qui se passe déjà. Ce sera après la pause pour aller sur la dernière ligne droite de Mirador. On parle de cette transition. Question à Lincoln. Le 5 septembre, comme un coup de sort, Alpha Condé quitte le palais par la force. Et à l'instant précis, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle? Honnêtement parlant, je dois dire que... Dans quelles circonstances avez-vous appris l'information? D'abord, je ne croyais pas. Je venais de me réveiller Ouais. et j'ai trouvé justement dans le newsfeed Ouais. que M. Alpha Condé a été délogé du palais. Je n'y croyais pas. Ouais. Et par la suite, je me suis dit que... Par la suite, c'était vraiment un sentiment de soulagement qui m'a envahi. Parce que M. Alpha Condé était, disons, au four et au moulin en ce qui concerne toutes les questions relatives à ce pays. Tout partait de lui, tout venait à lui. Donc si on l'enlève, c'est une grosse épine qu'on a enlevée effectivement, même dans le processus de réconciliation. Ouais. Je dois dire que j'étais soulagé. L'oméga, quoi. L'alpha et oméga, L'oméga comme de la vous le- Guinée. comme vous le dites. C'est Alors, ça. Oui, Mohamed Kaba. Alors, docteur Edouard Zotomou, parlant de la transformation de votre frustration, vous avez dit que vous n'êtes pas de la catégorie des gens qu'on appelle die hard. Die hard. Die hard, Oui. c'est-à-dire qui ne meurent pas. Oui, voilà, facilement si vous voulez. Qui ne meurent pas facilement. On appelle ça les trompes la mort. Exactement. Ouais, ok, les trompes la mort. Voilà. Alors, aujourd'hui, parlant de cette transition, Oui. pourquoi la CEDEAO n'a pas de leçon à donner à la Guinée? Bien. Si vous remarquez, pendant les moments forts justement de la lutte contre effectivement le troisième mandat à son inception, le FNDC était en tête de liste. Alors le FNDC avait déjà déposé une plainte à la CEDEAO en ce qui concerne ces démarches. La CEDEAO a été informée, avisée, alertée de ce qui se passait en Guinée et ce qui pourrait se passer en Guinée. Alors ils ont fait la sourde oreille. Moi, j'étais à Abuja avec la délégation. On sait dans quelles conditions les choses sont passées. On sait dans quelles conditions même la corruption de M. Alpha Condé a étalé ses tenticules jusque dans les organisations de la CEDEAO. En envoyant des mallettes ou quoi? À beaucoup d'argent, en donnant de l'argent. Je ne le dis pas parce qu'il y a eu des témoignages vivants. D'accord. Témoignages vivants. Ça, c'est une autre question. Des témoignages que vous avez reçus à Abuja ou... Une partie à Abuja, l'autre ici, bien sûr. Oui, c'est ça.
Alors, nous sommes dit que Alpha Condé, puisque c'est de lui effectivement qu'il s'agit, et il faut faire en sorte qu'il ne reste pas. Alors, nous avons mis tout en œuvre pour dire nous ne sommes pas ceux qui allons, disons, inviter une insurrection et tout ça. Nous avons dit que nous allons le battre dans les urnes. Et la CEDEAO est restée amorphe. La CEDEAO est restée complètement amorphe. Elle n'a même pas voulu nous écouter. Et voilà ce qui s'est passé. En dépit du fait que, au niveau de la CEDEAO, il y a des poids lourds qui s'étaient déjà levés. En l'occurrence, Mamadou Issoufou du Niger. En l'occurrence, le président du Nigeria. Bouhari, Mohamedou Bouhari. Ou de la Guinée-Bissau. Et celui de la Guinée-Bissau, Ambalo. Il s'était levé pour dire effectivement qu'il fallait traduire ce qui existe dans les textes, dans les faits et sur le terrain. Alors, si la CEDEAO n'a pas voulu prendre, disons, de dispositions, nous savions qu'il fallait que ça vienne de quelque part. En fait, la question de Mohamed Kaba, pour vous, donc cette CEDEAO n'a pas d'injonction à faire à la Guinée au sujet de sa transition. Mais justement, si elle est restée amorphe, au moment où M. Alpha Condé était en train d'empiéter sur les lois en Guinée, c'est pas maintenant qu'elle va venir nous donner des leçons. Bien. C'est ça, c'est ce que nous disons. Donc la récusation de l'émissaire par le commissaire et par le colonel Mamadou Doumbouya, vous êtes d'avis? Moi, je suis entièrement d'avis avec ça. La récusation de l'émissaire, ce n'est pas une question de système. Le principe, c'est quoi? C'est comme si vous êtes dans une famille, il y a toujours des bruits. Vous pouvez compter d'abord sur les ressources internes. Bien. Vous essayez. Si ça ne marche pas, maintenant, c'est à vous de demander aide à, disons, aux parents de l'extérieur. Et la même chose, au niveau de la CEDEAO, nous sommes membres de la CEDEAO. Nous devons d'abord utiliser nos ressources internes. Il n'y a pas eu encore de cadre de dialogue, rien. C'est quand on se retrouvera, si on ne peut pas s'entendre, en ce moment, nous pouvons dire à la CEDEAO, nous faisons partie de cette organisation, on a besoin de votre aide dans Vous estimez qu'il n'y a pas de crise en Guinée, comme le dit le président Doumbouya? Moi, j'estime, présentement, nous ne sommes pas dans une phase de crise. Il y a des incompréhensions, je suis d'accord, mais on est loin d'une période de crise. Quand vous êtes en crise, vous ne pouvez pas sortir. Oui, mais la transition en elle-même, c'est une crise. C'est une période de crise. Pas forcément. Donc peut-être que vous voulez dire que la transition ne connaît pas encore une crise. Justement. Même si elle-même est une crise. Bon, écoutez. Oui, peut-être que c'est ça la nuance. Ouais. Je suis d'accord avec cette nuance. Mais il y avait d'abord une crise politique. Quand il y avait une crise, et comment on appelle, la junte militaire est venue, on ne peut pas me dire que la junte est venue installer une autre crise. On serait crise dans crise. Pour le moment, c'est un changement, c'est pourquoi nous avons... Est-ce qu'à titre préventif, justement pour anticiper sur une crise qui pourrait advenir, parce qu'on sait par exemple que ça coince autour du CNT, est-ce que ce n'est pas à titre préventif que la CEDEAO pourrait avoir estimé nécessaire de nous envoyer un envoi spécial? Ouais, nous disons d'accord, mais s'il voulait être vraiment, il voulait anticiper tout ce qui allait se passer, ils auraient dû le commencer un peu plus tôt. La CEDEAO aurait dû anticiper ce qui allait arriver justement si M. Alpha Condé s'entêtait à aller en troisième mandat. C'est pas maintenant qu'ils vont dire qu'ils vont anticiper parce qu'il y aura tel ou tel. Ça, c'est comme si on prêtait justement le flanc à... On est l'avocat du diable en fait. Bien. Voilà. Alors oui, Akumba, quelque chose à dire, analyse, question? Monsieur Zotomou, l'histoire a démontré que la meilleure démocratie perd toute valeur quand le système politique est pourri. Oui. Quand l'élite nationale est pourrie. Je commence ma question par une diversion. Aujourd'hui, apparemment, vous êtes d'accord à ce qu'on récuse la CEDEAO et ses actes, ou vous allez le clarifier tout à l'heure. D'accord. Mais si tel était le cas en acceptant de récuser la CEDEAO, en l'accusant de n'avoir pas fourni d'efforts pour arrêter M. Alpha Condé, est-ce que le système politique guinéen, dans une possible ignorance du futur, n'aurait pas cautionné à ce que la CEDEAO soit récusée aussi avec sa capacité de pression d'encadrer la junte afin qu'elle ne s'éternise pas au pouvoir? Est-ce que vous avez pensé à cela tant soit peu? Nous étions dans une république. Alpha Condé n'incarnait qu'une seule de ces institutions de la République, la présidence. Mais l'ensemble
des institutions de la République concernées par les élections avait approuvé l'élection de M. Alpha Condé. Est-ce qu'il est le seul comptable de cette dérive-là? Vous me direz que vous avez mené la bataille comme vous l'entendiez le faire dans le respect strict des lois nationales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, moi je suis jeune là, en face de vous, je suis jeune là, est-ce que je ne suis pas dans mes pleins droits de croire que l'ensemble des institutions dirigées par les aînés ayant failli, que la faillite pourrait continuer en fermant les yeux, en suivant un certain populisme pour récuser la CEDEAO? Bien. Alors, je dois dire, d'abord, il faut que je corrige un peu les prémices de la question. Bien. La CEDEAO n'a pas été... Nous ne recusons pas la CEDEAO. Nous recusons pour le moment, disons que nous n'avons pas besoin effectivement de ces services. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous n'avez pas besoin d'un envoi spécial ou du tout des services de la CEDEAO. On n'a pas dit on n'a pas besoin des services de la CEDEAO. C'est un envoyé qu'on est en train de recuser, qu'on a recusé. Et en même temps, nous sommes en train de questionner l'opportunité en ce moment. Le besoin n'est pas encore là. Bien. C'est pas pour dire que nous recusons la CEDEAO jamais. à jamais. Ça n'a pas été dit. Bien. En d'autres termes d'ailleurs, si vous voulez une référence encore, je crois que M. Alpha Condé avait fait la même chose à l'issue de notre tour à Abuja. Au retour, il y a une délégation de haut niveau qui devait venir ici. Des chefs d'État. Des chefs d'État. M. Alpha Condé les a recusés. Il était chef d'État, il a refusé de les recevoir. De les recevoir. Moi, je ne trouve vraiment pas de problème à ce niveau. Bien. Voilà. Alors oui, on va continuer, toujours sur la transition. Toujours sur la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entrevoyez une solution autour de la question litigieuse des 15 représentants que la classe politique doit désigner au compte du CNT? Quelle solution envisagez-vous? Bien, nous avons dit, dès le départ, nous avons dit que puisque cette crise qui s'annonce, ou alors l'incompréhension qu'il y a, est en fait une incompréhension, et toute la crise qu'on a essayé de résoudre, c'est une crise politique. Donc on ne peut pas résoudre cette crise-là en écartant les politiques. Parce qu'en fin de compte, ce sont les politiques qui vont gouverner. Et si les politiques doivent gouverner, ces politiques doivent faire partie de la solution. Vous avez le sentiment d'être marginalisé? Oui, nous l'avons pas. On est pris en, disons, il y a peut-être un semblant de prise en considération, mais nous pensons d'ailleurs que les 15 places qui ont été octroyées aux politiques, que c'est peu. Bien. Et le nombre même de, comment on appelle au niveau du CNT... La minorité de blocage. Voilà, on n'a pas de minorité de blocage. Donc nous ne pouvons pas justement nous fier à peut-être à l'humeur des gens, des uns et des autres, et dire voilà, ils vont voter avec nous. Il faut d'abord que le nombre soit rehaussé. Au lieu de 81, nous pensons qu'on en a vraiment besoin un peu plus. Mais vous savez que cette question est évacuée déjà. Parce que là, on est en train d'aller vers la mise en place de ce CNT. Et justement, la réunion de la dernière fois du palais, je ne sais pas comment vous avez vu, même si on sait que des représentants de l'opposition ont dénoncé la manière dont cette réunion s'est passée. Bon, nous avons pensé quand même dans un premier temps, si on veut quand même respecter les procédures. Allez-y. Si on veut respecter effectivement les procédures, nous avions pensé que le ministre de l'administration du territoire devrait être présent, ne serait-ce que pour ce premier contact. Lui-même devrait être présent. Alors s'il n'est pas venu, ça dénote carrément notre interprétation. Je ne parle pas au nom de l'ANAD, je suis en train de parler au nom de ma formation politique. Maintenant, là, parce qu'on ne s'est pas retrouvé sur la question. Si le ministre lui-même venait, il allait nous témoigner effectivement qu'il prend au sérieux les formations politiques. Sans lesquelles il ne pourra pas résoudre cette question. Bien. Voilà. Son absence donc était symptomatique de son manque de respect vis-à-vis des partis politiques. Je n'ai pas jusqu'à dire manque de respect, peut-être manque de considération. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas le début déjà d'une crise entre le CNRD et la classe politique? Non, pas forcément. De toutes les façons. Les atomes ne sont pas clouchés actuellement entre vous. Non. Nous ne savons pas effectivement les raisons pour lesquelles le ministre a été empêché. Il faut donc lui donner l'occasion de s'expliquer.
Il ne l'a pas encore fait. Moi, en tout cas, je n'ai pas entendu. Donc, on ne peut pas simplement dire parce qu'il n'est pas venu, forcément, il n'a pas de respect pour nous. Moi, je veux l'écouter, qu'il me dise, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas venu. Il était à une réunion où on parlait de déchets et tout le reste. Ça, vous êtes informé. Avec Al-Bayrak, au lieu de venir à votre réunion. Bon, et si c'est ça le fait, ça veut dire franchement qu'il y a une question de priorité, là, une échelle de priorité et d'importance qu'il faut accorder à ces deux questions. Entre assister à un décès et puis aller à une réunion où on parle de ramassage des ordures. D'accord, ça c'est une question perpétuelle ici de toute façon. Entre cette question et se présenter devant les partis politiques pour débattre d'une question aussi délicate et difficile, moi je pense qu'il aurait dû venir à justement voir les partis politiques au palais du peuple. Alors, Cellou Dalein a été chez Mamadou Sylla hier. Oui. Cette présence a été interprétée de plusieurs manières. Qu'est-ce que Cellou Dalein vous a dit à vous, ses alliés de la NAD, au sujet de sa présence chez Mamadou Sylla hier? Bon, M. Cellou est allé voir, il n'est pas allé dans l'intention d'assister à une réunion. Vous savez, il y a eu beaucoup de bruit entre Cellou et Mamadou Sylla. Il y a eu des erreurs, des incompréhensions, et que Cellou voulait peut-être clarifier. Et dit qu'il va rendre visite à son ami, ils sont des amis. Et vous avez informé avant d'y aller? Non, il n'avait pas besoin de nous informer parce que c'était une visite privée. Une visite privée, donc il n'avait pas besoin de prendre la tâche avec nous. Son ami est voisin. En même temps. Voilà, alors puisqu'il est allé le voir. Voisin maintenant, c'est bon. Alpha Condé aussi est son voisin maintenant. C'est bon qu'il se rende visite. Donc vous savez où se trouve Alpha Condé? Allez au quartier Belleville. D'accord. Dans tous les cas, M. Cellou est allé pour rendre visite à son ami et lui présenter franchement parce qu'ils ne se comprennent pas. Pour une raison ou une autre, il semble que Mamadou Sylla serait complètement braqué contre Cellou, qui l'aurait traité d'analphabète, alors que c'est pas venu de lui, Cellou. Bien. Il voulait aller lui expliquer. Et c'est venu de qui finalement? Moi je sais pas, j'étais pas là-bas, mais c'est pas venu de Cellou, d'après ce que Cellou nous a dit. Donc personne n'a à se fâcher, donc à se dresser contre Cellou s'il a fait un passage éclair à cette en ces lieux. On lui prête des intentions qu'il n'a pas. Il n'est pas allé dans l'intention d'assister à une réunion d'un groupe ou d'une coalition. Il est allé pour rendre visite à un ami. Alors pour ne pas interrompre, il semble quand il est allé, moi j'étais pas là. Bien. Je suis pas allé voir. Alors on va rester un tout petit peu sur cette affaire de CNT une fois encore. Le débat, puisque le ministère de l'administration du territoire vous a renvoyé à vous entendre entre vous et donc il mise sur votre maturité politique à ce que vous vous entendiez. Mais les critères qui sont les plus cités aujourd'hui, c'est cette affaire de participation, Talibé en parlait tout à l'heure, aux élections communales. Est-ce que vous, dans votre parti, vous pensez que ce serait une base objective de pouvoir trouver les représentants des partis politiques? Bon, moi je pense de toute façon, on ne peut pas se référer simplement à la participation à des élections pour déterminer justement la poigne ou la force d'un parti politique. Oui, mais quel autre critère objectif qui ne créerait pas de problème? Non, les critères sont là. Ces critères peuvent exister, comme ils ont déjà énoncé, mais il faudrait que l'on passe du recul. Avec le temps, justement, l'influence devrait diminuer. Vous n'en avez pas maintenant, c'est jusqu'au 22. Oui. Est-ce que ça voulait dire que des partis qui étaient bien positionnés aux élections communales pourraient avoir perdu du terrain présentement? Pas seulement les élections communales, toutes les élections. Vous savez, moi, l'analogie que je fais souvent, vous connaissez le Afia Football Club, n'est-ce pas? En 72, c'était une équipe qui a fait 3 fois le championnat. Le AFIA de 72 n'a pas la même envergure, la même force que le AFIA d'aujourd'hui. Donc, si on doit classer des équipes sur la base de leur participation à des compétitions, on ne peut pas dire forcément que le AFIA aujourd'hui a une force en Afrique. Quel autre critère vous voyez? Il y a les critères justement de, comment on appelle ça? Nous avons parlé de présence sur le terrain, effectivement. Le nombre des conseillers qui ont pu être obtenus. Il y a aussi... les élections locales. Il y a des élections locales, les élections législatives, les élections présidentielles aussi. Bien. La participation, tout ça, c'est des critères.
Bon, alors on ne peut pas se limiter simplement à des agréments parce que l'agrément, ça ne veut rien dire. On verra bien si vous vous entendrez entre vous. Il y a aussi le fait que, entre-temps, le gouvernement a été mis en place, les critères de choix des différents ministres, l'équilibre régional. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça, peut-être avant de terminer? Oui. Une autre question rapidement. Très rapidement, docteur Zotomo, répondez-moi en toute franchise. Oui. Quel sort réservé aujourd'hui au président Alpha Condé? Moi, je ne suis pas un juriste. Et je ne suis pas justement l'homme qui décide du sort de M. Alpha Condé. Je crois que le colonel Doumbouya a dit que la justice sera la boussole de tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? Moi, je laisse le soin à la justice de déterminer le sort à réserver. Ce que je sais, c'est que M. Alpha Condé était à la tête d'une gestion dans ce pays. C'est lui qui dirigeait le pays. Donc, il a des comptes à rendre. Si il y a des choses qui leur sont reprochées, il sera le premier à répondre. Bien. Moi, je ne trouve pas qu'on lui fasse du mal, non, pas du tout. Mais il répondra de sa gestion. Un mot sur le tout nouveau gouvernement pour terminer. Je dis que le gouvernement, je crois que le colonel et son premier ministre ont fait un travail diligent en faisant justement une sorte d'enquête de moralité. Il faut qu'on leur donne justement le bénéfice du doute. Bien. Je suis sûr qu'ils ont mis en place une équipe qu'on doit accompagner pour que la transition réussisse. Bien. Voilà. Nous sommes pris... Oui, peut-être. Oui, si on a une minute, il y a eu la purge au sein des forces de défense et de sécurité. Oui. Votre regard là-dessus? Ben, c'est un processus normal. Bien. C'est un processus tout à fait normal. Quel départ vous a marqué dans cette réforme? Ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a un effort de rajeunissement. Bien. C'est ça que j'ai remarqué. Voilà donc, merci à Dr Edouard Zotomo Bogoumou d'être passé faire son grand oral dans cette émission, son regard sur le devenir de cette transition, les organes qui ont déjà été mis en place, qu'il apprécie positivement. C'était donc comme cela que nous pouvions vous présenter cette émission, le dernier numéro de la semaine de Mirador. Merci à tous les participants, merci à tous ceux qui étaient du côté de la technique. C'est bien entendu le chapitre des congés qui s'annonce, si je ne me trompe, bien entendu sur ma fiche. Je vous retrouverai sans doute le 12 décembre, Inch'Allah. Et le lundi, vous serez aux manettes de cette émission. Si vous voulez, l'influenceur ouest africain Aboubacar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.